Bonsoir. L'actualité est marquée par les remous et peut-être les dissensions au sein de l'OLP sur les contours d'un éventuel État palestinien et sur la représentativité de Yasser Arafat. Nous allons y revenir au cours de ce journal, mais nous voudrions commencer, après une longue période consacrée à la politique étrangère, par des informations pratiques sur notre vie quotidienne en France. Informations, ou plutôt mesures dissuasives tout d'abord. Elle intéresse les automobilistes, enfin ceux qui conduisent mal. À partir de 1992, votre permis de conduire, qui comptera 6 points, perdra progressivement de sa valeur si vous brûlez un feu rouge ou si vous roulez trop vite. Et vous serez contraint de le repasser si votre permis est réduit à l'état de confetti. Anne Gouraud, Georges Minangois. Mauvaise nouvelle pour les 53,8% d'automobilistes français qui y sont opposés. Le permis à points va faire son apparition dans moins de 9 mois. Le principe est simple, tout conducteur part avec un capital de 6 points. À chaque infraction, l'ordinateur de la préfecture effectue une soustraction, 2 points pour un excès de vitesse ou un franchissement de ligne blanche, 3 points pour une conduite en état d'ivresse ou un délit de fuite. Une fois le capital point épuisé, l'automobiliste est privé de volant pendant 6 mois. Il doit ensuite repartir à la case départ pour passer à nouveau son permis. Une manne inespérée pour les auto-écoles malgré les risques d'embouteillage à la sortie. Nous manquons d'un nombre important d'inspecteurs qui actuellement ne peuvent pas examiner les candidats qui vont passer ce permis de conduire. Donc le permis à points va nous apporter donc de nouveaux candidats, mais quand les passerons-nous? C'est vraiment le point d'interrogation. Ça va rendre l'automobiliste plus vigilant, notamment lorsqu'il aura commencé à entamer son capital point. C'est une bonne mesure parce que les automobilistes irrécupérables seront éliminés. Et puis troisièmement, c'est une bonne mesure parce que ça met en place également le recyclage des conducteurs que nous, les autovéhicules, nous pratiquons depuis longtemps et que nous pensons indispensable pour améliorer la sécurité routière. Le stage de recyclage fait office de joker dans le jeu du permis peau de chagrin. Il permet de regagner des points après une infraction. Pendant 2 jours, l'automobiliste devra suivre des cours organisés par des spécialistes de la sécurité routière. Une carte de secours qui lui coûtera 1 200 francs. Dernière solution, gratuite celle-là, regagner son capital point en étant un conducteur irréprochable pendant 3 ans. Autre information pratique, les fortifiants et vitamines ne seront plus remboursés par la sécurité sociale. Cela concerne en tout 141 médicaments. Il s'agit d'une nouvelle mesure mise en place pour diminuer les dépenses de santé. Elle devrait rapporter 700 millions de francs à la sécurité sociale. Mais les laboratoires, les pharmaciens et les médecins n'apprécient pas. Reportage de Jean-Marc Levaillant et Raymond Sardami. Ce sont des médicaments qui ne sont pas indispensables pour la santé publique. Le ministère des Affaires sociales a justifié ainsi sa décision d'enlever les anti-asthéniques du remboursement de la sécurité sociale. Même s'ils ne représentent que 5% de la consommation totale de médicaments, l'économie escomptée serait de 700 millions de francs sur 1 an. Une mesure toutefois contestée par les professionnels qui dénoncent un risque d'effet inverse. Le non-remboursement des médicaments anti-asthéniques va engendrer finalement d'autres pathologies, entre guillemets, qui ne sont pas au premier degré visibles, qui seront la perte de concentration, la perte de mémoire, et une certaine fatigue psychique, qui vont engendrer donc des traitements antidépressifs. Et donc, au lieu de faire une petite économie, on va faire une grosse dépense. Faire des économies dans la santé en France, ce n'est pas qu'un problème de remboursement de médicaments, c'est bien au-delà de ça, c'est un problème de réforme de structure et de distribution des soins. Quant aux consommateurs, ils pourraient faire les frais d'une augmentation du prix de ces mêmes produits par l'industrie pharmaceutique pour rattraper son déficit de marge et la diminution des ventes. À l'étranger, les Palestiniens ne revendiqueraient plus la totalité des territoires occupés par Israël. La déclaration a été faite hors caméra par le conseiller politique de Yasser Arafat, mais elle a aussitôt provoqué un vrai tollé. Annoncé ce matin par 2 organes de presse britanniques, ces nouvelles propositions ont aussitôt en effet suscité des réactions très vives et des remous au sein même de l'OLP. Abou Sharif en a d'ailleurs démenti une partie. Tout de suite le point sur ces propositions avec Sylvie Levet. Voici l'homme à l'origine des dernières rumeurs et démentis du jour, qui ne sont peut-être en réalité que des ballons d'essai envoyés par l'OLP. Bassam Abou Sharif, le conseiller politique de Yasser Arafat, interviewé ce matin par 2 médias britanniques, aurait révélé hors micro une première version de la nouvelle idée de paix palestinienne. L'OLP pourrait se contenter d'une partie des territoires occupés. L'OLP, au sein du futur État palestinien, n'aurait pas automatiquement un rôle dirigeant. L'OLP, enfin, accepterait une démilitarisation temporaire sous un contrôle onusien, ainsi que des élections libres.
Une version rectifiée en partie dans l'après-midi par le même Abou Sharif. Plus question de concession territoriale, bien au contraire. L'OLP réclamerait désormais un corridor pour relier Gaza à la Cisjordanie. En revanche, en ce qui concerne les représentants habilités à de futures négociations palestino-israéliennes, l'OLP et ses leaders effectivement pourraient rester en retrait, histoire sans doute de concéder à M. Izzat Shamir ce qu'il réclame depuis longtemps, un dialogue autour d'une table avec des Palestiniens, mais sans l'OLP de M. Yasser Arafat. La confusion provoquée par cette déclaration illustre les dissensions qui règnent au sein du mouvement palestinien, dissensions dues en partie au comportement de Yasser Arafat pendant la guerre du Golfe. Ce qui est sûr, c'est que le soutien de Yasser Arafat à Saddam Hussein pendant la guerre du Golfe a discrédité le numéro 1 de l'OLP. Un discrédit qui, du coup, fait émerger de nouvelles personnalités au sein de l'organisation palestinienne, notamment des Palestiniens de l'intérieur. Marie-Odile Pagnès. Pas question pour les Israéliens de négocier avec Yasser Arafat. Le jeu de James Baker trouvait un interlocuteur acceptable tant pour l'OLP que pour l'État hébreu. D'autant que le leader palestinien, en se rangeant ouvertement aux côtés de Saddam Hussein lors de la crise du Golfe, semble s'être discrédité auprès des Américains, des Européens, mais aussi des pays arabes comme l'Arabie Saoudite ou l'Égypte. Une alternative possible, les nationalistes palestiniens de l'intérieur reçus hier par James Baker, comme Faisal Husseini, très populaire parmi les Palestiniens des territoires occupés et de Jérusalem. Il représente la ligne modérée de l'OLP et préconise la solution de 2 pays pour 2 peuples. Autre figure du mouvement palestinien, Hanan Ashravi, chrétienne, professeure de littérature anglaise, c'est l'antithèse de la terroriste. Elle a souvent été l'invitée des médias américains et s'est retrouvée de fait porte-parole de l'intifada. Enfin, 3e personnage clé, Elias Frege, le maire de Bethléem, considéré comme un modéré par Israël, c'est l'un des rares hommes politiques palestiniens à avoir pu continuer une carrière depuis 1967. Bien qu'isolé politiquement, il a un atout de poids, l'amitié que lui portent George Bush et James Baker. Pourtant, aucun de ces négociateurs potentiels ne veut remettre en cause la direction de l'OLP, dont Yasser Arafat est encore pour le moment le leader en titre. En Irak, des affrontements entre militaires et civils auraient eu lieu à Bagdad même. Radio Téhéran est formel. Plusieurs personnes auraient été tuées. La guerre civile se poursuit donc, mais nous n'avons, il faut le dire, que peu d'images. Nous avons reçu ce soir les premières images de l'insurrection à Bassora. Elles ne nous permettent pas de savoir si la 2e ville du pays est aux mains des rebelles, même si pour la première fois, la télévision japonaise a pu les filmer. Claire Sébastien. L'effigie du maître de Bagdad qui vole un éclat sous les balles des combattants chiites, ce sont les premières images qui nous sont parvenues de Bassora. Elles donnent l'illusion de la victoire à la rébellion. En fait, elles sont trompeuses, car dans le même temps, des sources d'informations américaines et iraniennes font état d'une répression sanglante et d'un écrasement des résistants dans le sud du pays. Depuis 2 jours, en effet, la situation s'est inversée. La garde républicaine, restée fidèle à Saddam Hussein, aidée par l'aviation, pilonne la ville. Cette interminable caravane de véhicules sur la route qui mène de Bassora à la frontière iranienne, c'est celle de centaines de réfugiés irakiens qui fuient les bombardements. L'Iran d'ailleurs dénonce l'utilisation de bombes au napalm contre la population, une accusation non vérifiée. Pendant ce temps, à Beyrouth, l'opposition irakienne discute. 325 délégués, 23 groupes, autant de tendances. Entre l'opposition chiite et la minorité kurde, les perspectives d'avenir diffèrent. Leur objectif commun, le renversement de Saddam Hussein. Question, sera-t-il un ciment suffisant ? Les Koweïtiens ont de tels soucis qu'ils ont déjà oublié l'ivresse de la libération. Ils demandent une aide internationale pour lutter contre la pollution et les conséquences médicales de l'incendie des puits de pétrole. Ce matin, les premiers équipements anti-incendie sont partis des États-Unis vers le Golfe et pour éteindre l'ensemble des puits en feu, les opérations pourraient durer jusqu'à 18 mois. Il faut dire que dans certains endroits, le désert est en flammes. Reportage sur place de Pierre Babet et Patrick Milleriou. Chaque jour, 70 millions de dollars partent en fumée. Une fumée qui voile le soleil, des flammes qui vont se développer encore, car la situation va s'aggraver avec l'apparition de risques nouveaux. Des têtes de puits en feu ici au Koweït, il y en a près de 500. Mais circonstance aggravante pour celui-ci, ce n'est pas seulement la tête de puits qui brûle, mais c'est l'ensemble de la nappe qui affleure le sol. Alors, première tâche des sauveteurs, tenter de contenir ces nappes de pétrole par des barrages de sable. Ensuite, réparer les oléoducs, les remplir d'eau pour faire tomber la température dans les puits. Enfin, et seulement alors, commencer à attaquer les incendies eux-mêmes. Il y en a 580. Durée des opérations 18 mois, coût total 5 milliards de dollars.
Pour Larry Flack, le coordinateur des secours de la Kuwait Oil Company, on assiste à une mobilisation massive de tous les spécialistes et des équipements disponibles. C'est de très loin pour lui la plus grosse opération que l'industrie pétrolière ait jamais connue. Les opérations de nettoyage viennent seulement de commencer à Koweït, dégagement des mines et des munitions. Et ce matin même, le premier de 6 avions cargo est parti de Houston au Texas, bourré de matériel de lutte contre les incendies pétroliers. Les perspectives de paix entre Israéliens et Arabes, la reconstruction du Koweït, la situation en Irak, tout cela fera l'objet de la rencontre entre George Bush et François Mitterrand demain en Martinique. Elle illustre le rapprochement spectaculaire entre les deux pays sur les dossiers internationaux. Les divergences exprimées récemment sur la manière d'aboutir à la paix, par exemple, ne deviennent plus que des nuances, c'est dire. La rencontre entre les deux chefs d'État pourrait être troublée demain par une grève générale. Plusieurs syndicats ont en effet lancé un mot d'ordre en Martinique et autour du sommet, les mesures de sécurité sont impressionnantes, notamment autour de l'habitation climat, c'est son nom, et c'est la bâtisse où se tiendront tous les entretiens Mitterrand-Bush. Reportage de nos envoyés spéciaux, Arlette Chabot et Jean-Jacques Ledeuil. À chacun ses priorités. Ici, en Martinique, l'événement le plus important reste la colère des fonctionnaires qui protestent contre une réduction de certaines primes. Seuls quelques indépendantistes manifesteront contre la venue de François Mitterrand et George Bush. Chez les autres, qui ne verront les présidents qu'à la télévision, le sommet ne soulève pas non plus un enthousiasme excessif. J'ai entendu que Mitterrand arrive et que Bush arrive, mais je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est bien. Pourquoi? Parce que j'aime bien voir M. Mitterrand. J'estime que ces hommes-là ne peuvent rien m'apporter à moi et que quel que soit celui qui vient, ça ne pourra pas changer la situation. Entre l'Amérique et la France, c'est un lien. Surtout que c'est bien. À l'abri de toute agitation, pendant quelques heures, François Mitterrand et George Bush se retrouveront ici, dans ce domaine de l'acajou. Une maison 3 fois centenaire au milieu d'une plantation de cannes, un décor qui appelle la sérénité et favorise la conversation. Ce sommet s'annonce donc sous les meilleurs auspices. La guerre a rapproché Français et Américains sur le terrain et aujourd'hui, Paris parle de synergie entre les diplomaties des deux pays. En clair, cela signifie que si, par exemple, dans la recherche de la paix, la France préfère toujours l'organisation d'une grande conférence internationale, elle n'en fait pas un dogme et laisse les États-Unis agir à leur manière. C'est dire que l'on parle davantage aujourd'hui de partenariat que de différence entre les deux nations. La France, évidemment, a bien compris que les États-Unis gardent la main, que seule cette superpuissance aujourd'hui peut débloquer la situation au Proche-Orient. En un mot, les Français vont pratiquer une vertu que les Américains apprécient tout particulièrement, le réalisme. En Yougoslavie, l'épreuve de force se poursuit entre le pouvoir et les manifestants anticommunistes. Jour après jour, les opposants prouvent en effet leur détermination par de nouvelles manifestations et jour après jour, le pouvoir fait des concessions. Après la remise en liberté du leader de l'opposition hier, la démission du ministre de l'Intérieur a été annoncée cet après-midi officiellement. Jean-Paul Gerroir. Belgrade cette nuit, Belgrade ce matin, Belgrade ce soir. Depuis 4 jours et 3 nuits, la détermination des étudiants et des nationalistes serbes n'a pas faibli. Pourtant, tout ce qu'ils demandaient ou presque leur a été accordé par le Parlement. Hier soir, c'était la création d'un comité d'enquête sur les violences de samedi soir et la démission des responsables de la télévision. C'était surtout la libération de Vuk Drašković, le leader nationaliste serbe emprisonné depuis ce week-end. Cet après-midi, leur vœu principal a été exaucé. Le ministre de l'Intérieur a démissionné. Les manifestants le jugeaient responsable des émeutes de samedi soir qui se sont soldées par 2 morts, un policier et un jeune manifestant enterrés avec ferveur cet après-midi. Le pouvoir a donc tout cédé, mais désormais cela ne leur suffit plus. Vuk Drašković a demandé cet après-midi la démission du gouvernement serbe tout entier. Une surenchère qui finira sans aucun doute par toucher l'homme au cœur de cette crise, Slobodan Milosevic, président de Serbie, un communiste rebaptisé socialiste. Élu il y a 3 mois, il a fortement déçu, tant sur le plan politique qu'économique. Il a surtout commis l'irréparable. Il y avait des tanks dans les rues de Belgrade ce week-end. Tito lui-même n'avait jamais fait ça.
En France, le Conseil des ministres s'est penché aujourd'hui sur un problème qui n'est pas oublié, le mal de vivre dans nos banlieues. Michel Delbar a présenté son projet de loi sur la ville. Principal point de ce projet de loi d'orientation pour la ville, une meilleure répartition de l'habitat social. Cela implique bien sûr une solidarité financière entre les communes pauvres et les communes riches. Le projet de loi prévoit aussi de renforcer le rôle des collectivités locales. Il prévoit enfin la suppression des ZUP, les zones à urbanisation prioritaire. Le tandem Pasqua-Séguin réapparaît plus sagement qu'autrefois. Les deux hommes n'ont pas l'intention d'entrer en dissidence, mais tiennent à réhabiliter le débat d'idées, un débat pour le moins inexistant pour cause de consensus. Ils ont même fondé un club, Demain la France, c'est son nom. Cette nouvelle initiative du duo Pasqua-Séguin est à la fois un prolongement et une évolution par rapport au lancement mouvementé l'an passé de leur courant au sein du RPR. Prolongement, parce que ce sont pour l'essentiel les mêmes hommes et les mêmes idées qui ont motivé le lancement de Demain la France. Évolution, parce que cette association se crée en dehors des partis et aura davantage de liberté d'action. Nous invitons donc à nous rejoindre. Par-delà les clivages politiques actuels, toutes celles et tous ceux qui souhaitent participer au débat d'idées, sans tabou, sans a priori, sans exclusive. Cible privilégiée, l'électorat tenté par l'extrême droite, sans négliger pour autant les déçus du socialisme. Si le tandem Pasqua-Séguin entend bien tirer un profit personnel de cette innovation, il prend soin cette fois de ne pas heurter de front le RPR. Préalable absolu pour une opposition forte, c'est un RPR fort. Résultat, si rue de Lille on ne bondit pas d'enthousiasme, on ne se dit pas vraiment cette fois hostile à l'initiative. Perrier est encore persécuté aux États-Unis, sans doute parce que la petite bouteille verte réussit trop bien dans ce pays. Elle a droit à un nouveau chef d'accusation. Perrier, c'est fou, mais est-ce vraiment naturel? C'est sur ce mot que l'administration américaine se base pour accuser la firme française de publicité mensongère. Après l'affaire du benzène, Perrier doit donc faire face à une nouvelle attaque. Alors, défense réelle du consommateur ou protectionnisme acharné côté américain? Réponse avec Agnès Molinier. Est-ce une nouvelle attaque de la grosse Amérique contre la petite Europe? La nouvelle affaire Perrier semble pourtant bien anodine. La Commission fédérale américaine pour le commerce accuse le groupe français de publicité mensongère. Il ne préciserait pas sur ces bouteilles que son eau subit en fait un processus de carbonatation. Chez Perrier, c'est la perplexité. Les étiquettes ont pourtant été changées en octobre dernier à la suite d'une première mise en garde américaine. Alors aujourd'hui, le groupe s'inquiète. Même s'il a reconquis son marché français, l'affaire du benzène a laissé des traces aux États-Unis. Perrier ne devrait y retrouver son niveau de vente de 89 que dans 9 mois. Cette nouvelle mise en cause d'un produit français rappelle d'autres affaires. Celle du cognac, par exemple, en 87, avec l'instauration pour ce produit de droits de douane à 200%. Ou encore la découverte de fongicides qui, en 90, fait chuter les importations de vin français. À l'heure de l'échec des accords commerciaux sur l'agriculture, on repense au protectionnisme. Pour le ministère français du commerce extérieur, il s'agit plutôt d'un problème interne, celui du poids des consommateurs américains, un groupe de pression très influent qui ne fait que compliquer des relations commerciales déjà bien difficiles. Alain Chabot résume les autres événements du jour. 2 convoyeurs de fonds de la Brinks blessés par balle ce matin à Nîmes. L'attaque menée par 3 jeunes malfaiteurs s'est déroulée devant une agence bancaire. Une fusillade a éclaté et les agresseurs ont réussi à prendre la fuite, mais sans pouvoir emporter leur butin. Deuxième journée d'audience dans le procès des docteurs Lagarde et Roquette. Les débats ont été marqués aujourd'hui par les nombreux témoignages des patients venus soutenir les 2 cancérologues accusés d'avoir utilisé un test et un médicament non autorisé. Les débats sont prolongés d'une journée avec réquisitoire et plaidoirie prévus demain. Vers un retour aux 3 zones pour les vacances scolaires dès la rentrée prochaine. La décision devrait être prise à la fin du mois. Concrètement, les congés de février 92 s'étaleront sur 4 semaines au total. Les gros embouteillages rencontrés le mois dernier sur la route des stations de sport d'hiver auront sans doute pesé dans cette réforme du calendrier. Inquiétude à Blainville après les rumeurs de licenciement chez Renault Véhicules Industriels. 184 emplois seraient menacés ici. Les syndicats envisagent de débrayer le 20 mars et les commerçants fermeront leurs magasins en solidarité.
La 4e étape de la course cycliste Paris-Nice a eu lieu de Saint-Étienne à Dieulefit. Dieulefit, ça ne s'invente pas. Du coup, le soviétique Klimov a dû croire au miracle. C'est la première fois qu'un soviétique gagne une étape dans le Paris-Nice. Didier Valaise. Il s'appelle Viktor Klimov. Il a 28 ans. Pour la première fois dans l'histoire de cette course, un Russe remporte une étape de Paris-Nice. Parti en contre avec le Hollandais Hammerling à 70 km du but, Viktor Klimov et son compagnon d'échappée vont compter jusqu'à 4 minutes 30 d'avance. À 50 km de l'arrivée, le maillot blanc de leader avait changé d'épaule au profit du soviétique. Ancien de l'équipe Alpha Loom, entièrement composée en 90 de coureurs de l'Est, aujourd'hui chez Seur, équipe espagnole, Klimov travaille aux côtés du français Ronan Pinsec. Derrière, on a senti le danger aussi, l'allure s'accélère. Les Toshiba, mais aussi les formations espérant une victoire d'étape, telles Histor Sigma, Motorola ou TVM, une alliance de circonstances se forme et ramène le peloton à moins de 30 secondes. À l'arrivée, Klimov s'impose de 3 secondes sur Hammerling et 20 secondes sur le peloton réglé par Fidanza. Au classement général, 9 Français dans les 10 premiers, Tony Rominger, solide leader. Le grand délire sur grand écran à partir de ce soir. Ce grand délire a un titre Merci la vie, et un auteur, Bertrand Blier, qui nous offre un vrai tourbillon sur notre société, celle d'aujourd'hui et celle d'hier. Merci la vie, c'est aussi la rencontre de deux solitudes, deux jeunes filles, Charlotte Gainsbourg et Anouk Grimbert, qui se retrouvent pour un même voyage au bout de l'enfance ou au bout de la vie. Reportage de Thierry Stampfler et Thierry Isaac. Elles ont presque le même âge et pourtant, l'une d'entre elles fait ses premiers pas dans la vie, au moment où l'autre a presque déjà terminé son existence. Tel était le point de départ choisi par Bertrand Blier pour son nouveau film. Ensuite, il s'est permis toutes les audaces d'imagination et d'écriture, même si l'ensemble reste parfaitement maîtrisé. Jonglant avec les époques et les styles cinématographiques, Bertrand Blier nous offre une fois de plus un film parfaitement jubilatoire. C'est pas du tout un film en réaction contre les autres, c'est simplement pour essayer de bousculer un peu de temps en temps, je crois que c'est sain de le faire, de secouer, de mettre une grenade un peu en bas de l'édifice pour voir comment ça va s'écrouler ou si ça va rester debout. Et à mon avis, ça reste debout. Je crois qu'on peut faire un cinéma aujourd'hui qui n'a plus aucun rapport avec ce qu'on faisait avant. Comment que t'as fait pour avoir un gros courju comme ça? T'as mis tes doigts dans les prises? C'est un mec qui met ses doigts partout. Où sont planqués les mecs? Quel mec? T'as vu des mecs, toi? Il y a toujours des mecs. Dans un tout autre style, mais pour être complet, les pronostics de Monsieur Courtine pour le tiercé Écarté Plus d'Evry. 18 partants, il vous conseille le 5, le 9, le 11, le 6, le 10, le 13, le 3 et le 7. Le 9, vous le voyez, est son joker. Fin de ce 19-20, ce soir, la marche du siècle de Jean-Marie Cavada sera consacrée à l'Europe avec Simone Veil et Bernard Kouchner. Elle sera suivie de Soir 3, présenté par Macoutement. Et dans quelques secondes, une page météo complète avec Michel Touré. Bonne soirée, à demain 19h. Bonsoir. Bonsoir.